Chaque année, le monde du cinéma s'arrête pour assister à la cérémonie la plus mythique du 7e art, les Oscars. Véritable symbole de prestige, cette cérémonie organisée à Los Angeles qui récompense l'excellence du cinéma mondial a vu défiler les plus grands noms du 7e art. Mais derrière les paillettes et les discours plus émouvants les uns que les autres se cachent plusieurs anecdotes un peu folles. Est-ce que tu savais que par exemple, l'Oscar vaut seulement 1 $, ou que 55 statuettes ont été volées un jour? Allez, je te raconte. Pour comprendre les Oscars, il faut remonter aux origines. La toute première cérémonie a eu lieu le 16 mai 1929 lors d'un dîner privé dans la Blossom Ballroom de l'hôtel Hollywood Roosevelt à Los Angeles. Loin du faste que l'on connaît aujourd'hui, c'était une ambiance très sobre avec seulement 270 personnes et un ticket d'entrée à 5 $. À cette époque, les lauréats étaient même annoncés dans les journaux bien avant la cérémonie, ce qui supprimait tout suspense. Durant cette première cérémonie, Douglas Fairbanks, le président de l'académie qui animait ce jour-là, a expédié toutes les statuettes en seulement 15 minutes. Ouais, je vous l'accorde, c'était rapide. Cette première édition, finalement assez modeste, est en fait la concrétisation d'une idée née quelques années auparavant. L'Académie des arts et des sciences du cinéma, fondée en 1927 par des figures emblématiques de l'industrie comme Louis B. Mayer de la MGM, avait un objectif: améliorer l'image d'Hollywood, souvent critiquée pour ses mœurs légères et ses conflits sociaux. L'idée était de créer un organisme qui valoriserait la profession et l'excellence artistique, tout en servant de médiateur pour les disputes. C'est comme ça que sont nés les Academy Awards. On a parlé de la toute première cérémonie, mais vous vous demandez peut-être qui a été le tout premier acteur à recevoir un Oscar. C'est pas si simple. Le premier lauréat dans la catégorie meilleur acteur était Emil Jennings pour ses rôles du général Dolgoruki dans Le Dernier Commandement et d'August Schilling dans La Voix de toute chair. Jennings était un monument du cinéma muet allemand et était le choix de l'Académie pour marquer le coup de cette première cérémonie. Sauf que l'Académie venait sans le savoir de commettre une erreur qui allait entacher pour toujours l'histoire de son premier trophée. Pour commencer, l'Oscar remis à Emil Jennings a été spolié au chien Rintintin, désigné pourtant comme le meilleur acteur lors d'un premier tour de vote. Rintintin, ce berger allemand ramené de France en 1918, était une véritable star de la Warner Bros, apparaissant dans des dizaines de westerns. Mais imagine l'impact. Le premier Oscar du meilleur acteur attribué à un chien. L'Académie, fraîchement créée par Louis B. Mayer, a jugé que ce n'était pas le signal qu'elle voulait envoyer pour sa première cérémonie. Un second tour de vote a alors été décidé, désignant Emil Jennings, malgré une popularité bien moindre que celle de Rintintin à l'époque, comme l'heureux propriétaire du premier Oscar du meilleur acteur. Mais attends, c'est pas tout. À cette période, Jennings n'avait encore aucun lien avec le parti d'Adolf Hitler qui émergeait en Allemagne. Mais après son retour en Europe, et malgré une dernière performance notable dans L'Ange bleu en 1930, la montée du nazisme le pousse à rejouer dans des films de propagande. Ses liens avec le parti s'officialisent lors des élections de 1938 où il fait campagne pour Hitler. Goebbels, lui, le place au conseil d'administration de Toby Films, lui donnant un contrôle artistique global. Après la chute du Reich, Emil Jennings est interdit de rejouer. Rongé par le remords et l'alcool, il meurt seul en 1950 à 65 ans d'un cancer du foie. Sur son site officiel, l'Académie des Oscars a depuis choisi d'ignorer son premier meilleur acteur, remplaçant la photo de Jennings par celle de Joseph Farnham, gagnant de l'Oscar des meilleurs intertitres de 1929. Une histoire compliquée pour un premier lauréat. L'événement des Oscars ne restera pas longtemps dans l'intimité. Lors de la deuxième cérémonie, la remise des prix commence à être diffusée à la radio, amorçant ainsi sa médiatisation croissante. En 1953, l'événement gagne encore plus en visibilité grâce à sa retransmission télévisée permettant à un public bien plus large d'y assister. Et l'année 1966, quant à elle, marque un tournant majeur dans l'histoire de la cérémonie. Pour la première fois, la cérémonie est diffusée en couleur, donnant naissance aux tenues flamboyantes des personnalités qui restent encore aujourd'hui une marque de l'événement. Il faut savoir qu'à l'origine, cette cérémonie s'appelait simplement les Academy Awards. Mais pourquoi Oscar du coup? La légende raconte que Margaret Herrick, une bibliothécaire de l'Académie qui en est ensuite devenue la directrice, aurait remarqué que la célèbre statuette ressemblait étrangement à son oncle Oscar. C'est seulement en 1939 que ce nom est devenu officiellement le nom de la statuette et de la cérémonie. Une simple remarque qui a fait son chemin. Bon, une cérémonie d'une telle envergure, ça prend du temps et parfois ça s'éternise un peu trop. D'ailleurs, en 2002, les Oscars ont battu un record de durée avec 4 heures et 33 minutes de show. La faute à qui? Principalement au discours interminable des lauréats. Pour éviter que l'événement ne devienne un marathon pour les spectateurs, l'Académie a tranché et imposé une règle stricte. 45 secondes maximum par discours. Et si un lauréat a le malheur de dépasser le temps imparti? Pas de coupure de micro brutale. Non, l'Académie a de la classe quand même. Une douce musique de violon commence à monter de plus en plus forte pour lui faire comprendre qu'il est temps de quitter la scène. C'est un moyen élégant de garder le spectacle fluide et d'éviter les monologues sans fin. Maintenant parlons de l'objet de toutes les convoitises, la statuette elle-même.
Cette icône dorée que tout le monde rêve de tenir, eh bien elle ne vaut en réalité presque rien. Conçue par Cedric Gibbons, cofondateur de l'Académie et responsable artistique de la MGM, et sculptée par George Stanley, elle représente un chevalier debout sur une bobine de film tenant une épée. Fabriquée en alliage d'étain, d'antimoine et de cuivre, elle est seulement plaquée d'or 24 carats, ce qui lui donne une valeur matérielle d'environ 850 $. Mais la vraie surprise, et c'est là que l'histoire devient intéressante, c'est sa valeur de revente officielle, 1 $. Ouais, 1 $. Depuis 1950, il y a un accord stipulant que les vainqueurs d'un Oscar n'ont pas le droit de revendre leur trophée sans l'avoir d'abord proposé à l'Académie pour ce dollar symbolique. Autant dire que c'est une pièce de collection qui vaut bien plus par son prestige que par son métal précieux. Et si l'histoire de sa valeur vous surprend, attendez de découvrir ce qui s'est passé en 2000. Cette année-là, la cérémonie des Oscars a failli virer au fiasco total. Imaginez la scène. Juste avant le grand soir, 55 statuettes des Oscars sont volées. Elles étaient stockées dans un entrepôt et ont mystérieusement disparu. Panique à bord. Les organisateurs ont dû en faire refabriquer en urgence, mais l'histoire prend un tournant encore plus improbable. Quelques jours plus tard, un SDF nommé Willy Fulgier a retrouvé 52 Oscars jetés dans une poubelle à Los Angeles. Peut-être que les voleurs se sont rendus compte que chaque statuette ne valait pas tant que ça, mais l'énigme des Oscars perdus n'était pas totalement résolue. L'une des 3 statuettes restantes a été retrouvée en 2003 lors d'une perquisition pour trafic de drogue. Mais à ce jour, 2 Oscars sont toujours portés disparus.